Je vais vous dire quelques mots sur qui on est, sans que vous sachiez où vous mettez les pieds, enfin si je peux le dire comme ça. Saumon Climat, c'est une association qui a été créée en 2005 sur deux piliers. Le premier pilier, c'était des climatologues sur le message de la réalité du changement climatique. Aujourd'hui, on a évolué sur ce sujet. En 2005, c'était quand même, il n'y avait pas grand monde qui partageait cette priorité, on va dire. Ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe, c'était, pour traiter le sujet, il faut écouter la technique et la science. Et trouver des solutions qui sont basées sur les réalités techniques et scientifiques. Donc plutôt, nous sommes une association d'ingénieurs, et depuis 2005, on essaye de travailler. Je précise qu'on est tous bénévoles, donc on n'a pas, comme certains, 150 employés à temps plein, j'ai lu ça récemment. Donc on essaie d'éclairer en fait le débat et d'éclairer ceux qui ont besoin de l'être sur cette question de sur quoi faut-il s'appuyer de façon à préparer un avenir un petit peu robuste. Voilà, alors il se trouve qu'on vous connaît depuis un petit moment, parce qu'on est un certain nombre à tourner autour de la dimension nucléaire, et vous êtes député du Haut-Rhin, et dans votre circonscription, il y a un des noms qui nous tient à cœur, qui nous a fait très très mal au cœur, avec d'autres comme Astrid, qui est Fessenheim. Donc on a suivi un petit peu, on vous a connu autour de Fessenheim, et puis bien sûr, on vous connaît comme président de la commission parlementaire sur les raisons de la perte de la souveraineté et de l'autonomie énergétique de la France, qui consistait à essayer de comprendre pourquoi et comment on était arrivé à cette situation paradoxale et comment on avait réussi à dégrader de telle façon cet atout magnifique. Alors, je vais être le porte-parole de tout le monde a suivi de très près les auditions nombreuses que vous avez menées, tout le travail que vous avez fait, et surtout la façon dont vous l'avez fait, et la façon dont vous avez fait émerger en fait un certain nombre de ces aberrations, enfin de ces causes profondes qu'on avait un petit peu en tête, mais que vous avez réussi magnifiquement avec votre collègue Antoine Armand à faire sortir. Donc, je pense que je suis le porte-parole de tout le monde pour vous remercier infiniment, parce que pour nous, ça a été vraiment une bulle d'optimisme et dans un moment où on sentait quand même qu'on se désespérait un peu de voir comment on avait oublié un certain nombre des réalités et comment notre pays prenait des chemins qui étaient pour nous mauvais, pour être très, très clair. Donc vraiment, merci pour ça, merci pour la qualité du travail que vous avez fait, qui pour nous est extrêmement utile, extrêmement salutaire, parce que faire une prise de conscience à un moment donné, ça peut nous donner l'espoir, et ça va être le sujet, c'est peut-être là-dessus qu'on aimerait vous entendre sur maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire. Et maintenant, on a beaucoup travaillé dans le nucléaire, on a beaucoup travaillé dans le nucléaire, et dans le nucléaire, on fait beaucoup de retours d'expérience. Alors la question, c'est maintenant qu'on s'est bien planté, est-ce qu'on a bien compris, et est-ce qu'on va prendre des chemins vertueux avec toutes les difficultés qu'il y a. Et donc, nous on a l'habitude pour travailler, en fait, notre boulot, c'est d'essayer d'éclairer, encore une fois, le monde des décideurs et de tous ceux qui regardent par ces réalités techniques. Et donc, nos deux missions, les deux missions qu'on s'est données, c'est de construire le savoir et de le diffuser. Et donc, chaque année, on se réunit en université d'été pour faire le tour d'un sujet, l'une des dimensions de cette transition énergétique. Donc, on a eu l'occasion de faire le tour de la question du transport, du bâtiment, on a fait l'agriculture. L'an dernier, on a fait la question de l'eau. On essaye à chaque fois et on avait fait, alors malheureusement il n'a pas eu beaucoup d'écho parce que le moment était, il y avait beaucoup de bruit à ce moment-là, au moment de l'élection présidentielle, on a fait un livre blanc qui résumait un peu nos propositions et nos points de vue sur toutes ces dimensions du changement climatique. Il y en a une qu'on n'avait pas traitée et qu'on a traitée cette année dans le cadre de notre université d'été, c'était les matériaux de l'énergie du futur. Donc depuis 2 jours, on a eu des chercheurs, on a eu aussi 2 intervenants qui ont été très importants de votre commission, qui sont Yves Bréchet et Christophe Poinceau, sur cette question de comment va-t-on passer, alors moi j'ai retenu le slogan, de la dépendance aux fossiles à la dépendance aux métaux. Quelle est notre position? On a vu qu'elle n'est pas terrible, pas forcément terrible, qu'il y a des choses à faire. Christophe Poinceau nous a expliqué, et je pense que c'est une des suites de votre commission, en tous les cas votre commission en a fait partie, on relance l'inventaire minier du pays, parce qu'on voit bien que de toute façon d'une
l'autre, il va falloir réouvrir des mines. Il nous a expliqué aussi que ça prendra 20 ans. Donc il faut s'y mettre maintenant, et qu'il faut arrêter de procrastiner, etc. Et qu'il faut... Bon. Et donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment où on va maintenant, quelle est votre vision à vous, de qu'est-ce qui va être fait de vos conclusions, que nous on partage évidemment parfaitement. De toute façon, vu la qualité du travail de préparation que vous avez fait, il ne pouvait pas en être autrement. Donc ce qui nous intéresse, c'est vous maintenant, quelle est votre vision de ça? Vous êtes quelqu'un de très éclairé sur le sujet, et je disais à votre collègue tout à l'heure, le rôle du politique, il est quand même fondamental, parce que les chercheurs, les scientifiques, les techniciens, ils mettent tout sur la table, ils expliquent ce qui est possible, ce qui est moins, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui serait bien, ce qui serait pas bien, enfin, etc. Mais après, les choix, ils sont politiques, c'est des choix de société, c'est où est-ce qu'on veut aller, enfin, etc. Et puis comment on combine ça avec toutes les autres dimensions politiques qui sont l'économie, la géopolitique, tout. Voilà. Donc, et donc le rôle des politiques, il est fondamental. Il a été à une époque dans ce pays majeur, il y a eu des décisions positives majeures qui ont été faites, au moment des chocs pétroliers, etc. Après, vous avez démontré qu'il y en a eu qui étaient un peu moins bonnes, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, comment... Et donc, ce qui nous intéresse vraiment, encore une fois, en vous remerciant sur le... Parce que vraiment, pour nous, c'était vraiment une bouffée d'espoir à un moment où on commençait à désespérer, de se dire, mais comment se fait-il qu'on est toujours avec ces mythes, ces rêves, 100% machin, le nouvel Eldorado, de l'hydrogène ou d'autres choses, enfin, etc. Comment on devient raisonnable en disant on a besoin de tout ça, mais chacun doit être à sa place, chacun doit jouer le rôle qu'il peut jouer raisonnablement, et puis on a des choix intelligents à faire sur la base de ce qu'on est, ce qu'est ce pays, de où il vient, où il en est, ses atouts, ses handicaps, on va dire ça comme ça, ses faiblesses, et finalement qu'est-ce que l'on fait. Donc la question c'est maintenant cette transition, pour nous, en France, de votre point de vue, menace ou opportunité, quel chemin on va prendre, en quoi la prise de conscience suite à votre, entre autres et en bonne partie suite à votre commission, a fait changer un peu les choses, et maintenant comment on peut être optimiste, parce qu'on a envie de l'être de toute façon, sur la façon dont on va, et sur le chemin qu'on va prendre, même si on sait que de toute façon, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, ça va être cher, ça va être difficile, il y a l'acceptation sur... Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait, c'est un sujet très complexe. Donc merci encore d'être là, on se réjouit vraiment de vous entendre, je suis sûr qu'il y aura plein de questions et tout le monde a envie de vous interroger, mais vraiment merci beaucoup, et comme on dit en Alsace, the floor is yours. Merci beaucoup pour votre accueil, merci beaucoup pour ce propos introductif, il met un peu la pression, parce que voilà, on a l'habitude de parler, mais c'est autre chose de savoir que les propos sont attendus. Bon, j'ai regardé un peu l'intitulé de ce sur quoi vous voulez m'entendre rapidement disserter avant qu'on puisse discuter. Permettez-moi de m'en écarter un tout petit peu pour essayer d'amener un peu d'optimisme après avoir quand même regardé quels sont les points difficiles qui sont devant nous, et puis avant de faire un tout petit peu de politique et de discuter de la mise en œuvre et du côté opérationnel. D'abord, moi je me réjouis d'une chose, je crois qu'il faut le dire aussi, et chacun depuis son point de vue, c'est que la question du défi climatique, du défi de la décarbonation, sont maintenant communément admis. C'est plus un point de discussion. C'est aujourd'hui un lieu commun de le dire, mais c'est quand même une grande réjouissance. Il y a un certain nombre de défis connexes. L'enjeu, de mon point de vue, c'est de rester concentré sur cette question de la décarbonation. Oui, la question de l'eau, oui, la question des ressources, oui, la question de la biodiversité sont importants, mais la mère des batailles, c'est la décarbonation et le climat. Tout le reste ne fait qu'en découler. C'est un des points qu'il faut qu'on garde bien en tête, parce que dans la façon dont se construit le débat public, on voit bien qu'on pourrait très vite être happé par la gestion d'une conséquence et la concentration de nos préoccupations publiques sur une conséquence, par exemple celle de l'eau, c'est tellement vital, mais la question de notre gestion de l'eau n'est qu'une conséquence du problème originel qui est bien celui du climat, et donc de la décarbonation. Là aussi, j'insiste, s'il y a un truc que j'ai compris,
encore vous dire d'où je parle. J'ai peut-être eu un prémisse d'études scientifiques, mais bien qu'un prémisse, et je ne suis qu'un responsable politique avec une formation de juriste et de politiste. Donc je vous parle là d'où je suis, mais ce que j'ai compris, c'est bien que l'enjeu, c'est la décarbonation. Tout le reste, ce ne sont que des conséquences. Alors à partir de là, on a un peu phosphoré quand même ces dernières années, avec progressivement des schémas, des stratégies, des trajectoires qui se sont mis en place, que ce soit celle du GIEC, que ce soit celle de l'ADEME, que ce soit celle des RTE, qui sont toutes discutables, enfin qu'ont toutes le point en commun d'être une vision de la projection dans le temps. Moi, ce que j'en retiens d'un point de vue politique, encore une fois, mon rôle, ce n'est pas de faire de la technique. On pourra débattre du cycle du combustible nucléaire, on pourra débattre d'un tas de choses très techniques, je commence progressivement à être à l'aise, mais mon rôle, si je veux l'exercer correctement, c'est de rester politique. Et si, du point de vue de la politique, je schématise un petit peu ces trajectoires, je vois que toutes s'appuient sur ce que j'ai appelé deux paris. Un pari technique. Toutes les trajectoires aujourd'hui qui nous sont proposées nécessitent une disponibilité technologique qui n'est pas forcément encore acquise. Que cette trajectoire soit la trajectoire irréaliste, disons-le, comme du 100% ENR, la trajectoire 100% ENR nécessite des évolutions technologiques qui aujourd'hui ne sont pas disponibles, en matière de stockage, etc. etc. Ou des trajectoires qui, peut-être, dans cette assemblée, requièrent un peu plus de consensus forgé autour du nucléaire. Il y a des enjeux techniques, il y a des paris de disponibilité technique, sans tomber dans le technosolutionnisme qui est décrié par les écologistes politiques. Admettons que tous les scénarios, y compris ceux qui sont basés exclusivement sur des énergies intermittentes, nécessitent des technologies qui ne sont aujourd'hui pas sur étagère ou pas disponibles à échelle industrielle. Donc, finalement, il y a un risque. Il y a un risque dans notre capacité à mettre en œuvre qu'une technologie vienne à manquer au moment où on en aurait besoin. Le second risque que j'identifie, c'est un risque social. Enfin, c'est quand même ça le boulot du politique. C'est de gérer notre capacité à vivre ensemble et à faire société. Et là aussi, certains scénarios plus que d'autres parient sur des changements sociétaux qui tous ne sont pas disponibles. Tous les scénarios ont une part de changement de société. Certains moins que d'autres. Moi, ce que je vois, c'est que l'histoire de l'humanité, de ce point de vue-là, elle ne va que dans un sens. Celui de l'amélioration du confort, celui de l'accélération des échanges, celui de l'ouverture vers le monde. Et ce que je me dis, c'est que parier sur un scénario qui aurait des changements, qui nécessiterait des changements sociétaux trop profonds, c'est risquer d'aller à l'échec. Voilà les deux paris que j'identifie dans l'ensemble des scénarios. Le pari sociétal, c'est un vrai risque de ne pas aboutir. Je prends un exemple, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est cette mobilisation qui, sur la base de deux éléments de politique publique, rappelez, on oublie parfois, le prix du gasoil, motivé par une stratégie fiscale de, potentiellement qu'on pourrait appeler de décarbonation, on peut l'appeler comme ça, qui était difficilement acceptable dans la société, conjugué à une deuxième ambition, la réduction de la vitesse sur les routes départementales de 90 à 80 km/h. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que si on avait cédé sur l'histoire des 80 km/h, on aurait vraisemblablement mieux réussi à faire accepter la nécessité d'une vraie fiscalité du carbone. Mais comme on a voulu être un peu jusqu'au boutiste sur l'histoire des 80 km/h, pour un argument de sécurité routière qui ne tenait pas la route, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 10 ans sur la fiscalité du carbone. Donc, le risque sociétal, il est bien existant. Et dans les trajectoires qui sont devant nous, quand on dit il va falloir réduire le niveau de confort dans les habitations, il va falloir se déplacer moins, il va falloir rencontrer moins, eh bien, on a un risque
de non-acceptation de ces changements, qui est massif. Comment ça se traduit? Ça se traduit par de nouvelles pensées politiques qui peuvent accéder au pouvoir et qui, elles, n'auront pas cette préoccupation de la lutte contre le changement climatique. On voit bien comment le débat politique se structure aujourd'hui en France. Si on veut être jusqu'au boutiste et ne pas prendre en compte la capacité de la société à accepter, on peut aller dans un mur. Voilà les deux paris qui sont ceux qui sont faits par n'importe laquelle des trajectoires. Et je pense que n'importe laquelle des trajectoires, c'est ce dosage-là. Alors, c'est sûr que quand dans les changements sociétaux, on parie sur la mise à disposition de thermostats intelligents subventionnés, on prend un peu moins de risques. Je sais pas, il y a personne qui a lu la presse ce matin. Voilà. J'ai lu que c'était la nouvelle grande mesure de la ministre chargée des énergies. Pour favoriser la sobriété cet hiver, elle va subventionner l'achat de thermostats, enfin des thermostats, de performants. Bon. Alléluia, bientôt l'État vous offrira des thermomètres. Hein, c'est un peu, mais bon, on pourra en débattre. J'ajouterais volontiers, donc ça ce sont les deux éléments de pari qu'on retrouve dans chacun des scénarios de la décarbonation qui sont aujourd'hui proposés par les différents organismes d'expertise. Pour moi, ces deux éléments de pari, ce sont également les deux éléments de risque d'échec. Comment est-ce qu'on échoue? Une technologie n'est pas disponible, un changement sociétal trop profond conduit à un bouleversement politique. C'est ce qu'on observe ailleurs dans le monde. D'ailleurs, peut-être qu'il serait bon que certains aillent à l'autre bout du monde, là où la question du changement climatique n'est pas une préoccupation, pour comprendre pourquoi à ces endroits-là, ça n'est pas une préoccupation. La science nous a apporté le nucléaire, les sciences sociales nous ont construit la pyramide de Maslow. Pas complètement l'oublier dans la construction de comment se construisent les choix des êtres vivants et du coup, par définition, les choix politiques. J'ajoute volontiers un troisième risque d'échec, et je le dis depuis un moment, sans trop y croire, peut-être par espérance, mais qui malheureusement refait le devant de la scène aujourd'hui, c'est le risque géopolitique. Confère pyramide de Maslow. Quand on est en danger, on pense à la fin du mois, à la fin de la semaine, peut-être même à la fin de la journée. Et quand la géopolitique se tend, forcément la question climatique, elle va passer en second plan. On l'a vu avec le Covid. Même si le Covid a conduit à une prise de conscience sur la nécessité de disposer d'une meilleure souveraineté et de relocaliser un certain nombre de processus industriels, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, qui, là aussi, si on a un raisonnement un peu cynique, et je m'en excuse parce que c'est pas forcément le rôle du politique que d'avoir ce raisonnement, mais quand on a un point de vue un peu distancié et qui s'approche d'une logique un peu plus scientifique, on peut considérer que la guerre en Ukraine, elle a contribué à une accélération de la prise de conscience d'un certain nombre de nos dépendances et paradoxalement à l'émergence de solutions ou de stratégies qui peuvent conduire à des solutions. Je suis beaucoup plus pessimiste avec les conséquences que peut avoir le nouveau conflit au Moyen-Orient, qui est d'une nature très différente du conflit territorial qui oppose l'Ukraine à la Russie et qui peut conduire à des drames et à un emballement géopolitique mondial qui effacerait très largement la préoccupation communément partagée aujourd'hui du changement climatique. On a là un vrai risque d'échec qu'il ne faut pas oublier. Voilà pour les menaces. Alors qu'en est-il des opportunités? J'étais hier, et c'est un heureux hasard, participer à la remise d'un prix à l'école d'ingénieurs des arts et des métiers, à Paris. Et on a eu une table ronde à laquelle on m'a invité à participer sur la place de l'ingénieur en politique. Alors
m'a demandé est-ce qu'il faut plus d'ingénieurs en politique. Par provocation, en tant que politiste, j'ai dit non, évidemment. Il n'empêche que le sujet, c'est pas tant la place des ingénieurs dans le débat public, que la place de la science et l'éclairage que les ingénieurs ont dans le débat public et le dialogue qui doit se réinstaurer entre la science et la société. Ça, c'est un vrai défi. Je pense que le changement climatique est l'opportunité de le réaliser. Et hier soir, j'ai compris quelque chose que j'avais un peu de mal à bien percevoir, et sur quoi j'étais peut-être même un peu dubitatif jusque-là. Parce qu'à côté de moi, il y avait une jeune ingénieure issue de cette génération qui s'est appelée les bifurcateurs. Qu'est-ce que ça mérite le poil? Comme si les générations avant la leur, la nôtre, n'avaient pas été engagées et n'avaient pas cherché de sens dans leur métier. Comme si je regarde un peu la société, vos générations ne s'étaient préoccupées que de leur propre quotidien, que de leurs propres problèmes personnels et n'avaient pas regardé la société. C'est une erreur de diagnostic fausse. Mais peut-on en vouloir à de jeunes étudiants sortis d'écoles d'ingénieurs dont la formation en histoire est proche de la défaillance, de ne pas comprendre ce qui s'est passé avant eux? Je crois pas. Je crois pas. Ça doit nous interroger sur notre cursus éducatif et sur l'efficacité de notre éducation nationale sur des questions d'histoire, y compris l'histoire contemporaine, sur la façon dont les préoccupations se sont succédées dans les générations. Mais ça ne doit pas nous affoler par rapport à la génération qui vient. Peut-être même que ça doit nous rassurer. Parce que peut-être que cette question est de nature à mobiliser, et je l'espère, une génération vers les sciences. Parce que moi, ça me rassure de savoir qu'on a des ingénieurs qui sortent de nos écoles et qui ont envie de s'engager pour la lutte contre le changement climatique dans les entreprises. La discussion que j'ai eue avec eux hier, mais quand on est un jeune ingénieur, on peut les excuser d'être un peu naïfs sur la société. J'ai moi-même déjà été bien plus jeune et bien plus agressif. Finalement, la posture de rentrer dans des organisations pour les changer de l'intérieur, elle est une posture de maturité qu'on n'a pas toujours quand on sort de l'école. On ne peut pas leur en vouloir, de vouloir d'abord rejoindre des organisations qui ont déjà effectué un certain nombre de changements de stratégie, de changements d'objectifs. Mais demain, cette génération d'ingénieurs rejoindra aussi d'autres organisations pour accompagner le changement des préoccupations dans toutes les organisations. Et on sortira du manichéisme pour aller vers quelque chose de plus efficace, c'est-à-dire pénétrer l'ensemble des organes de la société pour faire avancer l'ensemble des organes de la société et de l'économie vers une meilleure prise en compte opérationnelle des enjeux de décarbonation et de transition écologique. Donc moi, je suis sorti finalement rassuré de la rencontre avec cette nouvelle génération d'ingénieurs qui, comme toute jeune génération, a encore à apprendre sur la société, mais qui a profondément en soi l'envie de s'engager. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est une belle opportunité. Et si cette question du changement climatique peut pousser les jeunes générations à aller plutôt vers les sciences, à aller plutôt vers l'ingénierie que vers le marketing, la communication et les écoles de commerce, moi, ça me va bien. Enfin, maintenant, comment on fait d'un point de vue politique? Je crois qu'il y a eu une forme de prise de conscience. Je ne sais pas si c'est notre commission d'enquête. Ce dont je suis convaincu, c'est que notre commission d'enquête, on l'a faite au bon moment. Alors, en fait, au moment où, de toute façon, on n'a plus le choix, et puis on l'a fait au moment où l'actualité était telle qu'il suffisait d'appuyer pour faire mal. Et il n'y avait pas besoin de chercher la plaie, il suffisait d'appuyer un peu. C'est ça qu'on a fait, on n'a rien fait d'autre. On a posé des questions et ça s'est fait tout seul. On a finalement peu de mérite dans ce qu'on a fait, si ce n'est l'agenda. Je crois que notre principal mérite avec cette commission d'enquête, c'est l'agenda. On a poussé à un certain nombre de choses. L'agenda des tensions internationales, de l'explosion des prix de l'énergie, a nécessité à ce que le gouvernement s'agite. Et on a eu l'an dernier trois textes exceptionnels. Un premier qui a été pensé avant l'été, parce que le gouvernement n'est pas beaucoup plus bête d'un point de vue politique que les parlementaires.
et a bien senti que la question de l'énergie serait un sujet à la rentrée. Je parle de la rentrée dernière, septembre, octobre, novembre 2022. Et donc, pendant l'été, a imaginé un texte permettant l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Je crois que c'était ça l'intitulé du texte, à peu près. Vous voyez de quoi je parle. Donc on a fait un petit texte, il y a quelques procédures d'urbanisme, on n'arrive pas à sortir des projets d'éoliennes assez vite. Bon, on ne peut pas parler que des éoliennes, donc on va parler des énergies renouvelables dans leur ensemble. Ah oui, mais pas l'hydro, hein, parce que l'hydro c'est compliqué. La chaleur c'est sexy, il n'y a personne qui est contre, on est dedans. Et puis on fait un texte, ça permettra de dire qu'on est actif sur ce sujet qui préoccupera les gens quand leurs factures d'énergie vont exploser. Donc on a discuté de ce texte à l'automne qui avait pour objectif peut-être d'accélérer quelques procédures d'urbanisme, mais en tout cas de montrer à quel point le gouvernement et le Parlement étaient à l'action quant aux problèmes préoccupant les Français à l'automne dernier, l'explosion de leurs factures énergétiques. Là-dessus, on a annoncé à l'été qu'on allait créer notre commission d'enquête. Et que nous, on pense quand même que dans les 10 dernières années, quand même, la succession Hollande-Macron, qui a voulu sortir du nucléaire, c'était pas la meilleure idée qu'il y avait pour la question énergétique. Et on a bien insisté pendant l'été, on dit on va venir vous chercher. Bon, résultat, septembre-octobre, on reçoit un brouillon de texte qui s'appelle Projet de loi d'accélération pour les énergies nucléaires. Bon, donc qu'est-ce qu'on a fait? En janvier-février, quand c'était vraiment galère, on a démontré que le gouvernement, le Parlement étaient à l'action pour s'occuper des problèmes des Français et voter un texte d'urbanisme pour accélérer la construction des centrales nucléaires. Bon, je n'ai pas encore compris ce qu'il y a dans ce texte, si ce n'est la convergence de quelques règles de consultation. Bon, on va peut-être gagner 6 mois. Tant mieux. Tant mieux. Et puis, le conflit en Ukraine se poursuit, la résurgence du Covid est là, punaise, on a quand même une nécessité de réindustrialiser. Donc on fait un projet de loi visant à accélérer la réindustrialisation de la France. Bis repetita place, comme on dit en latin. Placé, pardon, j'ai pas fait de latin, je fais juste le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? La même chose que dans le texte sur les ENR. La même chose que dans le texte sur le nucléaire. 4 règles d'urbanisme. Des règles d'urbanisme qui viennent de cette idée qui s'est développée pendant 20 ans en France que l'écologie c'est du conservatisme. Que l'écologie c'est s'arrêter et regarder et ne surtout pas voir que les environnements autour de nous, ils changent, ils vivent, et qu'il n'y a jamais rien de définitivement figé. Bien sûr qu'il faut préserver, bien sûr, mais l'écologie, c'est pas l'inaction. Donc, on est sorti de ce postulat en se disant que si on pouvait construire quelques trucs, on pouvait continuer à construire des éoliennes, continuer à construire des centrales nucléaires, continuer à construire de l'industrie, sans que ça soit en soi un problème écologique. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait l'an dernier? Strictement rien. On a voté 3 textes qui auraient pu se résumer en un seul, qui est une réforme du code de l'urbanisme. Vous pouvez superposer les 3 textes qu'on a fait l'an dernier. Ils ont répondu par leur titre à des préoccupations politiques, mais par leur mécanisme, ils n'ont que réformé le code de l'urbanisme. Donc comment on fait maintenant? Alors, on ne veut pas au gouvernement, il a pris tardivement conscience de ça. Aujourd'hui, on n'a jamais eu un gouvernement aussi pro-nucléaire que celui qu'on a. Jamais. Jamais. Surtout depuis le discours de Belfort 2021, c'est-à-dire qu'on se demande quand même ce qui s'est passé en 2017 et 2021. Mais soit, dont acte, le rationnel que je suis évite de s'interroger de trop sur les actes passés, et le catholique que je suis accepte la confession. Donc, on se projette vers l'avenir. Maintenant, il faut agir. Et j'ai dit, aujourd'hui, je l'ai dit à la ministre, par l'intermédiaire des interlocuteurs qui nous appellent de temps en temps, moi, j'ai aucun souci à soutenir tous les projets qui viendront en matière de stratégie énergétique bas carbone.